Bonsoir. Alors, d'emblée, je voudrais faire une petite remarque quant à l'intitulé de la conférence du sujet dont je suis censé vous parler. Le troisième sexe. La langue française ne permet pas les nuances que la langue anglaise permet de distinguer entre le gender, le genre, et le sexe. Et donc, même si je vous parlerai de sexe, ça fait partie du programme de mon exposé, je vous parlerai surtout de genre, que l'on appelait il y a quelques années en France le sexe social. Quand on parle de division sexuelle des tâches, c'est au genre que l'on fait allusion. Le fait que dans les sociétés, dans toutes les sociétés, il y a des activités considérées comme féminines ou plus féminines et des activités considérées comme plus masculines. Alors, le premier problème qu'il faut aborder, c'est la difficulté en Occident, dans notre longue tradition gréco-judéo-chrétienne, latino-judéo-chrétienne, la grande difficulté à sortir de ce dualisme homme-femme, sexe masculin, sexe féminin, et surtout la difficulté de conceptualiser des positions autres que l'une ou l'autre. Alors que d'autres sociétés, et celle des Inuits, que l'on appelait autrefois les Esquimaux, mais qui revendiquent le nom d'Inuit, qui veut dire les vrais humains, cette société a développé une toute autre approche et de la sexualité et du genre, de la division sexuelle des tâches. Et je vais vous entraîner rapidement, parce qu'on ne dispose pas de beaucoup de temps, c'est un peu un défi. Je vais vous entraîner dans un mode de pensée assez surprenant, assez extraordinaire, de par sa créativité symbolique, dans des domaines qui nous concernent tous, qui sont la division sexuelle des tâches, l'orientation sexuelle, le mariage, la famille. Vous savez comme moi qu'on débat beaucoup en ce moment d'autres formes de mariage, d'autres formes de famille. Bref, c'est un des grands sujets en débat actuellement en Occident. Qu'il s'agisse de l'Amérique du Nord, où je vis une partie de mon temps, ou de l'Europe en ce moment, en France, il y a ces débats autour du mariage gay, du mariage homosexuel et de la possibilité d'avoir des familles, c'est-à-dire que des couples homosexuels puissent adopter des enfants. Alors vous verrez que les Inuits prennent les choses tout à fait autrement et nous permettent de penser avec une grande subtilité, une grande finesse tous ces problèmes que de par notre tradition un peu dualiste et un peu enfermée dans les textes, il est écrit dans la Bible, si tu es un homme, tu ne t'habilleras pas en femme, si tu es une femme, tu ne t'habilleras pas en homme. Bref, c'est une pensée qui domine une bonne partie du monde. Il n'y a pas que le monde judéo-chrétien, le monde musulman est en partie aussi dominé par cette vision. Alors, depuis une 20 à 30 ans, on a cherché en sciences humaines à élargir le débat. Alors, il y a eu d'abord des débats autour de ce livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Et il y en a eu aussi autour des travaux de Margaret Mead, une des premières anthropologues américaines, qui a montré que, selon les sociétés, une tâche donnée pouvait varier. Dans une société, c'était une tâche masculine, dans une autre, une tâche féminine. Et donc, pour la première fois, elle a pu relativiser ce concept de division des tâches, en montrant que ce n'était pas du tout inscrit dans la nature, mais que les cultures, selon les endroits, selon les contextes, faisaient des choix parfois inverses. Malheureusement, lorsque Margaret Mead a rencontré des cas qui n'entraient pas
dans son schéma qui restait dualiste, elle les a appelés des atypiques. Elle n'a pas réussi à les conceptualiser autrement que comme des exceptions. Je dirais un peu la même chose de Simone de Beauvoir, son fameux deuxième sexe qui a été une sorte de révolution un peu conceptuelle et sociale et qui n'a pas fini d'inspirer nombre d'intellectuels et de mouvements sociaux. C'est le deuxième sexe et il n'y en a pas d'autre. Et donc on peut penser qu'à ce moment-là, les problèmes ne se posaient peut-être pas comme ils se sont posés ou comme ils se posent maintenant, mais elle est également restée dans un dualisme des sexes. Alors, il était beaucoup question à ces moments-là, et encore maintenant, de rapport de pouvoir entre les sexes. Et donc, il s'agissait pour le deuxième sexe d'être reconnu à titre égal du premier, et donc de sortir de cette domination masculine que l'on observe dans beaucoup de sociétés. Alors, Elisabeth Badinter, plus récemment, a jeté un regard d'historienne sur ces problèmes, et elle y a vu une évolution dans la société. Il y aurait eu des sociétés matriarcales, puis des sociétés patriarcales. Les hommes auraient enlevé le pouvoir aux femmes, enfin ce sont des thèses défendues par d'autres chercheurs il y a longtemps. Et puis, selon elle, la société devient androgyne. Alors, c'est une source de réflexion intéressante, c'était dans son ouvrage « L'un et l'autre ». Mais il m'a interpellé, cet ouvrage, et j'ai cru deviner que pour avoir écrit ce qu'elle avait écrit, Elisabeth Badinter devait se situer dans ce troisième genre dont je vais vous parler, et ce pourquoi elle ne voyait pas cette solution au problème qui était le sien, de voir des androgynes beaucoup autour d'elle et de penser qu'il s'agissait d'une évolution de la société, alors que je prétends qu'il y a toujours eu dans toutes les sociétés des positions tierces comme celle-là, mais qu'elles sont rendues beaucoup plus visibles actuellement, mais il n'y en a pas plus. Alors, pour en revenir aux Inuits, aux Esquimaux, et vous avez là donc un premier schéma que je vais vous commenter. Chez les Inuits, il n'y a pas de genre d'abord, grammaticaux. Il n'y a pas de masculin ou de féminin. Les mots, pour un semblant de genre, on va rajouter, par exemple, pour le nom d'un animal, on va dire chien mâle ou chien femelle. Mais vous ne pouvez pas savoir, il n'y a pas de genre comme en français, en allemand, dans beaucoup de langues, où on dira par exemple le soleil, la lune. Mais par contre, chez les Inuits, soleil a un esprit maître qui est féminin. Lune a un esprit maître qui est masculin. Un peu comme les Allemands qui disent le lune et la soleil. Mais sauf qu'il n'y a pas de genre grammaticaux. Par contre, ils ont une théorie qui s'inscrit dans une sorte de sexualisation du monde. Leur cosmologie est très marquée par cette division primaire des sexes. Et cela commence dès la conception du fœtus, que vous voyez sur ce schéma. Pour comprendre la cosmologie des Inuits, il faut se placer du point de vue du fœtus. Certains anthropologues ont récemment développé la thèse du perspectivisme. Il s'agit de prendre le point de vue de l'autre. Eh bien, les Inuits pratiquent ça tout à fait couramment. Ils changent d'échelle, ils peuvent prendre le point de vue de l'animal, le point de vue de l'esprit, le point de vue du défunt et le point de vue du fœtus. Pour comprendre le monde, il faut se situer au niveau de l'utérus, au niveau du fœtus, qui comporte 4 composantes. Alors, vous avez une composante féminine qui est le sang de la mère, une composante masculine qui est le sperme du père, qui va structurer et donner une sorte de squelette. Vous avez une composante qui vient du gibier, la nourriture
que mange la mère et qui va donc contribuer à former le fœtus. Et ils expliquent de la sorte les envies des femmes enceintes. C'est le fœtus qui a envie de manger cela ou qui n'aime pas cela, les dégoûts des femmes enceintes. Donc pour eux, c'est tout simplement que le fœtus n'a pas du tout envie de manger de cette viande ou de ce poisson. Et puis, une composante surnaturelle à travers le nom de quelqu'un qui est décédé, le nom d'un ancêtre mort. Et on n'attend pas longtemps que quelqu'un soit mort pour redonner le nom au prochain bébé qui va naître. Or là, on est confronté à deux incertitudes, et je dirais toutes les sociétés sont confrontées à deux incertitudes. On ne sait jamais le moment de la mort de quelqu'un. Et deuxième incertitude, on ne connaît pas le sexe du bébé à naître. Enfin, on ne connaissait pas. Il y a maintenant des techniques savantes qui permettent de le déceler très tôt, mais dans des sociétés sans écriture et sans équipement technologique comme les Inuits. Donc, il y avait là deux incertitudes, deux imprévisibilités. Or, comme je vous le dis, on donne habituellement à l'enfant qui vient de naître le nom de la dernière personne de la famille qui est décédée. Ce qui fait qu'on va donner à des bébés des noms de personnes de l'autre sexe. Le grand-père vient de mourir, une petite fille naît, on va lui donner le nom du grand-père et tout le monde va l'appeler grand-père. Et on va l'habiller en garçon jusqu'à la puberté. Inversement, un garçon qui naît après la mort d'une aïeule va recevoir le nom de cet aïeul, tout le monde va l'appeler grand-mère ou grande-tante et va l'habiller en fille, avec des tresses, avec des vêtements de fille, et ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas un simple travestissement vestimentaire. On va éduquer le petit garçon travesti comme s'il était une fille, il va apprendre de sa maman à faire la cuisine, la couture, il va l'aider, il va rester à la maison avec elle. Et à l'inverse, la petite fille travestie en garçon, cheveux coupés à la garçonne, va tout apprendre des secrets de la chasse, de l'usage du traîneau à chien, comment construire un igloo, et va être ce qu'on appelle un garçon manqué. Vous voyez déjà dans nos langues et dans nos sociétés, il existe dans le langage des appellations, et dans beaucoup de langues européennes, jusqu'à la puberté. Au moment des premières menstruations de la jeune fille, c'est comme un petit drame dans la vie de cette travestie, car il va falloir à ce moment-là sortir de ce grand jeu symbolique et se préparer à assumer les tâches que la société assigne à une femme, à une épouse, à une mère de famille. Car tout le monde, chez les Inuits, doit entrer dans ce modèle. C'est une question de survie. Un homme seul ne peut pas survivre là-bas. Il a besoin de quelqu'un qui, quand il rentre de la chasse, va réparer ses vêtements, aura préparé de la nourriture, etc. Donc, tout se fait dans cette conjugaison des tâches masculines et féminines. Et encore plus, chacun doit être secondé par un ou une aide. On retrouve ça aussi dans beaucoup de sociétés. Donc, il faut avoir au moins un fils et une fille. Et là, j'introduis cette remarque, car elle vaut aussi dans nos sociétés. Comme on ne peut pas prévoir le sexe du bébé qui naît, alors on peut travestir, mais dans les premiers enfants qui naissent, il y en aura souvent qui seront du même sexe. Donc, on se retrouve confronté à ce niveau-là aussi à un problème pratique. Et donc, on va encore plus développer le travestissement que l'on aura besoin d'un enfant du sexe en jeu. Par exemple, le père de famille aura absolument besoin d'un fils pour l'aider à partir avec lui à la chasse, à l'aider dans son métier d'homme, et donc il emmènera sa fille travestie. Et de même pour la femme avec le fils travesti si elle n'a pas de fille. Alors, je vous livre
tout de suite une de mes hypothèses, c'est que dans toutes les sociétés, on est confronté au même problème et que dans toutes les sociétés, on va socialiser différemment deux enfants de même sexe quand on n'aura pas eu la chance d'avoir ce qu'on appelle au Québec, avoir le couple. Quand vous questionnez au Québec un couple que vous rencontrez, vous leur demandez est-ce que vous avez des enfants, s'ils commencent par un sourire, vous pouvez deviner qu'ils vont vous répondre oui, nous avons le couple. Et avec un grand sourire heureux, comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, qu'un homme et une femme procréent un fils et une fille. Cela paraît donc l'ordre du monde. Et donc, hier, en venant de Toulouse dans l'avion, voyageaient deux petites jumelles. Et de vraies jumelles, elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Habillées apparemment de la même façon, sauf que l'une avait une tresse et l'autre avait les cheveux en queue de cheval. Elles avaient une veste blanc et rose, mais elles n'avaient pas les mêmes petits pantalons. L'une des deux, celle qui avait la tresse, avait un pantalon rose, et l'autre, qui avait les cheveux défaits, un pantalon bleu, des soquettes bleues et des petites chaussures différées aussi. Alors, je n'ai pas pu les interroger, mais j'aurais pu jurer d'avance que ces deux petites filles n'avaient sans doute pas de frères et qu'elles étaient socialisées consciemment ou inconsciemment de façon différente. L'une apparaissait plutôt comme un petit garçon, un peu débrouillard. Elle n'avait pas voulu qu'on lui fasse des tresses. J'ai capté une conversation avec leurs voisins. Et l'autre avait l'air plus traditionnel dans son rôle. Bref, cette parenthèse pour vous dire que je crois que nous fabriquons, nous aussi, et dans toutes les sociétés, des troisièmes genres ou des troisièmes sexes. Pour en revenir à ce schéma, on voit donc qu'au niveau du fœtus, tous ces éléments différenciés, la femme, l'homme, le gibier et les morts, recomposent une entité à travers ce fœtus. Alors que l'histoire de la création du monde jusqu'à maintenant nous montre le contraire, comment autrefois tout était indifférencié. Il n'y avait pas le jour et la nuit, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas l'homme et la femme. Et c'est progressivement que le monde s'est développé, s'est diversifié, à commencer par la différenciation des sexes, comme dans la Bible chrétienne, où Adam s'ennuie parce qu'il est seul, et Dieu lui donne une compagne, et puis ensuite ils vont procréer. Alors, je vous parlais du point de vue utérin. Voici un dessin fait par une artiste inuite à partir du récit que me fit une vieille informatrice qui était réputée avoir changé de sexe à la naissance, car il y a la notion d'un transsexualisme au moment de la naissance. On pense qu'un bébé, qu'un fœtus mâle peut décider de changer de sexe au moment de naître. Pourquoi ? Supposez, dans le cas de mon informatrice, c'était son grand-père qui se réincarne. Donc, avant de sortir, le bébé, le fœtus mâle, prend le couteau d'homme, un grand couteau comme vous voyez ici, et s'apprête à sortir. Et puis, il hésite, et au dernier moment, il se dit, il a le pressentiment qu'il va mourir. Il a le pressentiment que, accompagnant plus tard son père à la chasse, son père va se noyer, ce qui va se produire effectivement dans la réalité. Et donc, il repose le couteau d'homme, saisit le couteau féminin à forme ronde qui est ici, et sort. Et en sortant, son pénis se rétracte, son périnée se fend, il se transforme en fille. Alors, bon, donc là, vous avez un cas un peu extrême de transsexualité, enfin, je dirais symbolique quelque part, mais les Inuits y croient fermement. Le nom, c'est le nom du grand-père. Ce bébé-fille va être éduqué, socialisé comme un garçon, va tout apprendre de la chasse jusqu'au mariage, première menstruation. Et là, sa mère lui dit, c'est fini, il faut que tu mettes maintenant un manteau de femme.
Alors elle commence par refuser, elle coupe les pans du manteau qui l'empêchent de courir vite comme un chasseur se doit de le faire. Et puis sa mère se met à pleurer. C'est comme si le grand-père, qui était le père de la mère, était mort une deuxième fois. Parce qu'elle appelait papa cette petite fille tout le long de sa jeunesse. Et donc elle pleure, c'est comme si elle enterrait son père une deuxième fois. Alors, vous voyez, c'est assez complexe. Et je ne vous ai pas dit que les Inuits peuvent avoir plus qu'un seul nom. Il y a des individus qui ont 10 ou 12 noms. Et que les noms peuvent avoir, donc, référé à des individus différents, de sexes différents. Donc, vous avez des jeunes qui peuvent être habillés le haut du corps en fille, le bas en garçon, ou un jour en garçon, le lendemain en fille. Donc, on entre là dans une variation, une complexité qui nous montre un développement de la pensée inuite et de la pensée symbolique, de l'imaginaire assez fantastique, traduit dans le social. Alors, à la naissance, pour éviter que le sexe ne change, quand il s'agit d'un garçon, j'entends, il faut aussitôt que l'accoucheuse saisisse le bout du pénis du bébé mâle pour éviter qu'il ne se rétracte, qu'il ne se transforme en fille. Dans d'autres groupes voisins, il faut qu'elle le regarde, qu'elle le fixe du regard. Ainsi, il y aura moins de chances que l'enfant change de sexe à la naissance. Donc, commence un cycle de la naissance au mariage, qui va être donc l'accomplissement de cette première partie de la vie, l'acquisition des connaissances, apprentissage de la couture pour la femme, apprentissage de la chasse pour l'homme, et qui va aller jusqu'au mariage, qui va suivre les premières menstruations, ou qui parfois le précèdent, au tatouage pour la femme. Toutes les femmes doivent être tatouées et on dit afin qu'elles ne ressemblent pas aux hommes et que lorsqu'elles seront ménopausées, on ne puisse pas les confondre. Et alors là encore, il y a une sorte d'inscription cosmique parce que si elles ne le faisaient pas, dans l'au-delà, le soleil viendrait leur brûler le visage en punition de ne pas s'être décorés par le tatouage. Les garçons, eux, doivent acquérir leur premier kayak. Le kayak qui va être un outil de production très important pour aller chasser. Or, la proue du kayak se dit en langue inuite « ushuyak », ce qui ressemble à un pénis. Et pas un pénis comme on le figure dans nos tableaux de la Renaissance, un petit quelque chose flaccide. Non, un pénis en érection comme outil de travail qu'est le kayak ou qu'est le harpon ou qu'est l'arc bandé. Bref, la sexualité, comme vous le voyez, est inscrite dans le quotidien, dans la technologie, dans le langage courant, et le corps fait partie donc de ces représentations très sexualisées. Alors, on a donc ce premier moment où la femme entre dans son rôle d'épouse et de reproductrice, et l'homme dans son rôle d'époux, de reproducteur et de producteur. Vous avez ici une famille avec beaucoup de troisième genre. La jeune femme à gauche est la fille de ma vieille informatrice. Elle-même a reçu des noms d'hommes, elle-même est censée avoir changé de sexe à la naissance, et elle-même a été travestie, a appris à chasser comme un homme. On l'a mariée à un homme qui avait été travesti en sens inverse et qui avait donc une identité de fille. Et le secret de la vie sociale inuite, et je dirais du mariage réussi, c'est quand on a un garçon à qui on a donné une identité de fille, de le fiancer 1 ou 2 ans après sa naissance à une petite fille qui vient de naître et à qui on donne ou on a donné une identité de garçon. Car ils ont compris qu'ils étaient complémentaires. Or, si parmi vous, certaines ou certains se reconnaissent dans mon modèle, réfléchissez bien, vos amis proches ou votre compagnon ou votre compagne, vraisemblablement, a le même profil que vous dans l'autre sexe.
je connais moins, pour ne pas l'avoir étudié, l'organisation sociale homosexuelle. Donc, je m'en tiendrai là, mais on a là un exemple typique, de la même façon que ma vieille informatrice avait été fiancée aussi à un homme qui, jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, portait des tresses et était habillé en fille. L'hypothèse m'est apparue très vite que ce modèle et ce troisième genre que constituent ces individus qui chevauchent la frontière des genres, la frontière des sexes, se prolongeaient au-delà de ce niveau domestique ou de la division sexuelle des tâches. Et j'ai été regarder en particulier ce qui se passait au moment de la puberté, de l'adolescence, de cette crise où là, on les forçait, on les contraignait à rentrer dans un ordre social contrôlé par le groupe, par les aînés. Et j'ai découvert que chez beaucoup d'entre eux naissait la vocation de chaman, qui apparaît très souvent très tôt. Une sorte de crise dans leur vie qui va donner lieu à des rêves, à des songes, à des prémonitions et même éventuellement à des rencontres surnaturelles, à des rencontres avec des esprits. À ce moment-là, on confiait le jeune homme ou la jeune fille à des chamans, hommes ou femmes expérimentés, qui leur donnaient une formation, qui les faisait jeûner, qui leur imposait toutes sortes de restrictions pendant plusieurs années souvent. Et en étudiant ce manteau de chaman que vous voyez ici, qui a été collecté à la fin du 19e siècle par un baleinier et que j'ai retrouvé dans un musée à New York, qui appartenait à un chaman et qui était un manteau féminin. Ce chaman avait rencontré un jour un esprit féminin qui était vêtu de ce même manteau et suite à toute une aventure, a fait coudre par ses deux épouses ce manteau qui est devenu son manteau de chaman. Et la femme esprit qu'il avait rencontrée est devenue son esprit auxiliaire de chaman. Les chamans sont aidés dans leur art par un ou plusieurs esprits auxiliaires. Et donc, sachant qu'en Sibérie, pareillement, les chamans étaient très souvent travestis, les hommes chamans s'habillaient en femmes, les femmes chamans s'habillaient en hommes, j'ai émis l'hypothèse que chez les Inuits, autres peuples arctiques, on avait sans doute quelque chose du même genre, même s'il était devenu très difficile de l'étudier en raison du fait que depuis les années 40, il n'y a plus de chamans en exercice chez les Inuits. Mais cela veut dire qu'un individu qui, depuis sa naissance, chevauche la frontière des genres, au moment de l'adolescence, passe par cette vocation chamanique. Il va continuer à chevaucher les frontières, mais chevauchant cette frontière, il va être capable de chevaucher toutes les frontières. Puisque, comme je vous l'ai dit, le cosmos est conçu de façon sexualisée, quelqu'un qui chevauche la frontière des sexes ou des genres va devenir un chevaucheur de frontières. Et donc un médiateur. Et donc c'est lui qui va établir les médiations sociales entre hommes et femmes, mais médiation aussi entre chasseurs et gibiers. Et enfin, les médiations avec les morts, avec les grands esprits, car il est un peu tout ça à la fois. Sa vie étant quelque part une crise, puisqu'il n'est pas conforme au modèle duel qui reste malgré tout majoritaire, il va devenir le gestionnaire des crises, celui qui va être capable de les résoudre, puisque sa vie en est une. Et c'est ainsi que peu à peu, je me suis intéressé à d'autres sociétés et à penser qu'on avait sans doute affaire à un modèle beaucoup plus universel et peut-être propre aux humains. Je n'en connais pas assez en éthologie pour vous dire ce qui pourrait se passer dans le monde animal, mais chez les humains, n'a-t-on pas là une arme extraordinaire pour surmonter les problèmes, pour surmonter les crises, à commencer par ces aléas de la démographie qui font que le sexe ratio, le rapport numérique entre les sexes à la naissance, même s'il est à peu près stable pour un grand nombre, au niveau des familles est très souvent inégal. Et donc, on a
de la sorte un moyen de surmonter cette limitation, et avec ces individus qui très souvent gardent un très grand calme dans les crises, car, comme je vous le disais, leur vie en est une quelque part, ils vont être ceux qui vont aider leur groupe à résoudre ces crises, à trouver les solutions, à se mettre en rapport avec les esprits ou avec les animaux, et à travers donc des pratiques qui peuvent nous paraître étranges, mais combien dans nos sociétés ne font pas appel à des capacités extrasensorielles, ou de plus, il y a des gourous, il y a des marabouts que même les grandes entreprises font venir, invitent, car il y a dans toutes les structures des moments de crise que l'on ne sait pas très bien comment solutionner. Alors, je pense être au bout de ma demi-heure. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, Françoise, pour les questions, c'est à la fin qu'on va les garder ? Jusqu'à présent, nous avons toujours fait le débat à la fin, c'est-à-dire il y a Parfait. les deux communications et après le débat. Je pense qu'on ne va pas changer de système. Très bien, tout à fait. Voilà, alors merci pour votre attention.